vais laisser les portes encore un peu ouvertes au cas où d'autres personnes feraient le même excellent choix d'atelier que vous. Mais je tenais à vous remercier d'être là à notre atelier aujourd'hui, puisque le nombre d'ateliers à ProDurable est impressionnant et ils sont tous plus intéressants les uns que les autres. Donc on est ravis que vous ayez fait ce choix et que vous soyez avec nous aujourd'hui, notamment pour partager le témoignage de la Banque Postale, qui est un de nos clients sur nos solutions. Alors l'atelier d'aujourd'hui s'intitule, c'est un peu présomptueux, mais pour donner un peu de contexte, Reporting ESG entre mythes réglementaires et réalité opérationnelle. L'idée, c'est de voir comment je confronte des attendus réglementaires, des attendus de l'EFRAG, qui sont des organismes très intelligents, mais composés de gens qui n'ont jamais fait de reporting de leur vie, de toute façon. Et on le sent quand on essaie de mettre en place la réglementation dans les entreprises. Donc voilà, on voulait partager avec vous ce retour d'expérience de la Banque Postale et puis finalement c'est aussi une des thématiques de ProDurable de cette année, de parler d'héritage et de transmission. Et donc là aujourd'hui l'idée c'est de faire de la transmission, du retour d'expérience et de bénéficier de la sagesse de ceux qui ont déjà vécu plein de choses sur la CSRD, qui ont fait un rapport qui a quand même été reconnu pour sa qualité sur la place, et de partager ça avec Camille. Je te laisse te présenter, Camille. Oui, bonjour à tous. Donc, ravie d'être là aujourd'hui. Merci Laure pour cette invitation. Moi, je travaille à la Banque Postale, que j'ai rejoint en janvier 2024 pour spécifiquement le projet de mise en œuvre de la première publication CSRD. Voilà, et donc je fais partie d'une direction qui s'appelle la direction de l'engagement citoyen à la Banque Postale. Merci Camille. Alors, je vais présenter rapidement Cachetel, juste pour sonder un peu la salle. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de nous? Ah, je suis contente, il y a quelques mains qui se lèvent. Ah, super, super. Alors, pour vous et pour tout le monde, Cachetel, on est un éditeur de logiciels, on est français. Nous, ce qu'on propose, c'est une plateforme qu'on a appelée l'EXRP. Alors, comme on ne fait rien comme tout le monde, on a créé notre propre catégorie de logiciels. Et cette EXRP, c'est l'Extended Regulatory Platform. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Plateforme, parce que l'idée, c'était d'embarquer dans des outils une vision assez holistique de la réglementation, en se disant qu'on parle de CO2, on parle de data point, on parle de tableau taxonomique. Mais au final, derrière, c'est toujours la même réalité, les mêmes données qui transitent, les mêmes éléments que l'on mesure, mais qu'on présente de manière différente en fonction des différentes réglementations. Et donc, on a voulu désiloter finalement l'approche technologique en embarquant dans une plateforme des éléments réglementaires. Donc ça, c'est le R de notre EXRP, le volet réglementaire, puisque notre credo, c'est que finalement la partie réglementaire, qui est quand même un élément complexe à appréhender pour les entreprises, qu'on embarque dans la plateforme la veille réglementaire. Donc très concrètement, la liste des data points des ESRS, la méthodologie de calcul d'un bilan carbone, que je sois en BGS ou en GHG, les tableaux d'alignement de la taxonomie, qui sont aussi pas simples à lire. Et puis, lorsqu'on parle d'approche holistique et de réglementation, entrez, monsieur. Lorsqu'on parle d'approche holistique de la réglementation, notre plateforme, au-delà de la réglementation ESG, va aussi toucher la réglementation extra-financière et le reporting financier. Donc, par exemple, dans notre plateforme, on a aussi des modules qui permettent de faire toute la gestion des contrats et des baux de location. Et lorsqu'on parle de leasing, à ceux d'entre vous qui ont déjà touché la taxonomie européenne, ça fait partie des éléments d'éligibilité, les CAPEX liés aux véhicules. Et de la même manière, on va embarquer une solution pour le pilier 2 qui parleront aux fiscalistes d'entre vous. Mais pilier 2, c'est une réglementation qui parle surtout de justice et d'équité fiscale. Donc on a cette plateforme avec une vision globale de la réglementation, avec une veille technologique, une veille réglementaire embarquée. Et puis on l'a appelée étendue parce que notre différence et notre force, c'est qu'on va aller enrichir la réglementation en apportant à nos clients la capacité de customiser au maximum la plateforme et leurs solutions. L'idée, c'est que si aujourd'hui on regarde notre solution chez la Banque Postale, alors oui, la partie réglementaire, c'est la même pour tout le monde, mais dans la mise en œuvre, c'est une solution qui est propre à la Banque Postale et qui reflète la réalité opérationnelle de la Banque Postale. Parmi nos clients, on a par exemple le groupe M6. Alors bien évidemment, on ne mesure pas l'impact d'M6 de la même manière qu'on va mesurer l'impact d'un Géodis ou d'un Servier. Donc voilà notre positionnement, cette approche holistique, la veille réglementaire embarquée et la capacité forte de customisation pour venir enrichir les solutions. Donc ça, c'est nous, c'est le XRP. Sinon, Cachetel en chiffres,
On a à peu près 160 clients, à peu près 60% du CAC 40. On a un peu plus de 160 collaborateurs répartis sur 7 entités dans le monde, donc en France, au Luxembourg, en Suisse, à Casablanca, aux États-Unis. Je ne sais pas combien ça fait, je n'ai pas compté, mais je les ai à peu près tous. L'idée, c'est d'avoir une couverture étendue et une capacité à répondre aux supports utilisateurs et à nos clients sur tous les fuseaux horaires, puisqu'on a à peu près 125 000 clients répartis partout dans le monde, depuis l'Asie jusqu'en Amérique, y compris en Afrique, en Europe, Europe du Nord, etc. Et c'est également Cagetol à peu près une centaine aujourd'hui de partenaires certifiés sur la solution qui nous permettent de déployer une force de frappe. C'est un peu violent, mais déployer en tout cas des compétences un peu plus vastes, avec un peu plus de compétences, et donc d'adresser tous nos clients et les besoins de tous nos clients avec cet écosystème de partenaires. Alors justement, avant de rentrer dans le cas La Banque Postale, je voulais vous donner un petit aperçu finalement des enjeux récurrents qu'on retrouve chez nos clients aujourd'hui quand il s'agit de reporting réglementaire, de reporting ESG. On a un premier niveau d'enjeu qu'on constate chez nos clients, et Camille, tu nous diras tout à l'heure si vous l'avez et comment il s'est matérialisé chez vous, qui est un enjeu simplement de conformité, de fiabilité. C'est-à-dire que dès lors qu'on va publier sur la place publique des chiffres, des résultats, un bilan carbone, des éléments de mesure, d'impact et d'objectifs, il en va de la crédibilité de l'entreprise que d'être sûr de ce qu'elle raconte dans un rapport de gestion. Et donc que ce que vous publiez du point de vue du carbone, de votre matérialité, de vos objectifs, soit irréprochable. Alors, il s'agit d'un enjeu réputationnel, mais aussi pour ceux d'entre vous qui sont en train ou qui prévoient d'être audités bientôt. C'est aussi un enjeu pour passer la barre de l'audit haut la main, cette notion de fiabilité des données et de conformité. Ça, c'est le premier enjeu qui est finalement la première marche qu'on rencontre chez absolument tous nos clients. La deuxième étape, une fois qu'on a cette partie conformité data qui est assurée, c'est de dire cette donnée-là, j'ai besoin d'en faire une grille de lecture qui soit pertinente pour mon activité. C'est-à-dire que si vous évaluez la performance d'une entreprise au regard des data points de la CSRD, vous n'allez pas apprendre grand-chose, puisque c'est suffisamment agnostique en termes de secteur pour que ça ne reflète pas spécifiquement les réels leviers d'action et la réalité de l'entreprise. Donc l'idée, c'est de se dire, certes, j'ai la partie réglementaire, mais maintenant, quel KPI je choisis, comment je mesure mon activité de manière très détaillée, quelle catégorisation je mets sur mes achats. Je suis le groupe M6, comment je détaille parmi les différents supports de diffusion de mes émissions, lesquels sont pertinents pour analyser ma trajectoire carbone et pour en déduire de vrais leviers d'action. Donc l'idée, au-delà de la réglementation, à travers cette notion de pilotage, c'est d'avoir des leviers pour les décideurs, une grille de lecture de la RSE en entreprise qui soit porteuse de sens. Et puis une fois que j'ai tout ça, il y a un autre enjeu qui est parmi les plus complexes, qui est de se dire comment je fais pour, dans cette stratégie d'entreprise-là, embarquer tout le monde, embarquer les collaborateurs, embarquer le top management, mais tous les opérationnels qui contribuent dans cette démarche-là, pour pas que ce soit une sorte de vœu pieux de la direction, mais sans relais local ni opérationnel. Donc c'est un peu ces trois niveaux d'enjeux-là qu'on rencontre aujourd'hui, que vous avez rencontrés aussi à la Banque Postale, et Camille va nous en dire un petit peu plus. Et justement, Camille, est-ce que, pour commencer, tu pourrais nous expliquer quelle est la place de la RSE, quelles sont les ambitions en termes de RSE à la Banque Postale, comment tout ça s'inscrit dans un organigramme, dans une comitologie particulière? Alors, la place de la RSE à la Banque Postale, j'ai envie de dire qu'elle est vraiment centrale et dans son ADN. Donc, la Banque Postale, pour replacer, on fait partie du grand pôle financier public, puisque via notre maison mère La Poste, nous sommes une filiale du groupe La Caisse des dépôts. Et nous avons une mission de service public qui est la mission d'accessibilité bancaire qui nous permet d'offrir un accès à des services bancaires à plus d'1 million de clients qui pourraient être en situation d'exclusion bancaire si cette mission n'était pas mise en œuvre. Donc c'est une mission qui est confiée par l'État. Donc la Banque Postale a vraiment des enjeux RSE dans son ADN depuis le début. On parle d'une vocation citoyenne. Donc la Banque Postale a déclaré sa raison d'être dès 2021 autour de la transition juste et est entreprise à mission depuis 2022. Donc être entreprise à mission, ça veut dire qu'on met des objectifs de la mission, notamment dans les statuts de l'entreprise. Donc c'est un engagement assez important. Et chez nous, ça s'organise
s'organise autour de 3 piliers. Donc un premier pilier qui rejoint un peu ce que tu disais par rapport à l'engagement des collaborateurs, qui correspond à la transformation de notre propre modèle. Donc c'est ce qu'on appelle la culture de l'impact et tout ce qu'on met en œuvre pour mobiliser les collaborateurs aux différents niveaux. Donc on a notamment des ambassadeurs de la Banque Postale Citoyenne un peu dans toutes les branches et dans tous les métiers. Et puis, on a un deuxième axe qui correspond au développement d'offres qui répondent à des enjeux sociaux, environnementaux et territoriaux. Donc, c'est vraiment à destination de nos clients le développement de nos offres. Et un troisième pilier dans nos engagements d'entreprise à mission qui va concerner finalement un rôle de leadership par rapport aux pratiques de place, essayer de faire évoluer les pratiques de place par l'exemple de notre action et qu'on concrétise par un certain nombre d'engagements qu'on prend, et notamment sur notre trajectoire de décarbonation. Donc, les sujets RSE, les sujets ESG à la Banque Postale, ils sont vraiment centraux. Ils sont portés par la direction de l'engagement citoyen qui se trouve dans un pôle qui couvre à la fois l'impact, la finance et la stratégie, donc au plus haut des enjeux d'une banque, on va dire, qui est directement au directoire en termes d'organigramme. Voilà, donc dans ce cadre, évidemment, la CSRD, c'était un exercice qui a été pris très au sérieux, démarré dès 2023 avec les premiers exercices d'analyse de double matérialité et de gap analysis par rapport à tout ce qui avait été fait auparavant, puisque voilà, la Banque Postale était déjà engagée dans un certain nombre de reporting, de calculs d'indicateurs, etc. Mais ce cadre de la CSRD était complètement nouveau et c'était ça le projet d'y répondre correctement. Alors justement, l'histoire de la Banque Postale n'a pas attendu la CSRD pour s'organiser et pour mettre en place une réelle démarche RSE. Et alors justement, quand la réglementation est sortie, quand vos équipes métiers l'ont vu arriver, comment ça a été pris, comment ça a été appréhendé, comment s'est passée l'appropriation de cette norme à la Banque Postale? Alors, sur un temps quand même un petit peu long, hein, puisque, comme je le disais, on a démarré quand même assez tôt. Finalement, le premier point d'entrée, et au début, ça a concerné un nombre limité de collaborateurs, c'est l'analyse de double matérialité. Donc ça, c'est vraiment le pilier de ce reporting CSRD, puisque ça consiste à analyser non seulement la matérialité financière, qui pour une banque, l'analyse des risques est quelque chose d'assez classique et qui était fait depuis longtemps, mais également de façon structurée les impacts que l'entreprise va avoir sur son environnement et sur la société. Donc ce travail d'analyse de double matérialité, il nous a permis de confirmer un certain nombre d'intuitions que la banque avait déjà, puisqu'elle avait déjà des objectifs, elle avait déjà un certain nombre d'engagements qui étaient en route. Mais en le factualisant, en l'articulant dans un cadre très, très précis, très exhaustif, et sur la base d'une analyse vraiment systématique, enjeu par enjeu, thématique par thématique et sous-thématique par sous-thématique. Donc au final, un exercice qu'on aurait pu penser, bon bah c'est bon, nous ça fait longtemps qu'on fait de la RSE un peu... en fait non, c'était très, très intéressant de tout réinterroger, ça a donné lieu à énormément de débats au sein de l'entreprise, surtout lors d'un premier exercice hein, où voilà, il n'y avait pas de référence non plus sur ce qu'allaient faire les autres, puisqu'il y a quand même un enjeu par rapport aux pairs hein, de positionnement sur ces sujets. Donc un travail vraiment, vraiment passionnant qui a fait par exemple apparaître des sujets nouveaux, c'est-à-dire que par exemple bon, le climat évidemment c'était très clair, la biodiversité ça commençait à être assez mature, l'eau, personne s'était vraiment posé trop la question, sauf qu'en faisant l'exercice on s'aperçoit que comment on peut parler de biodiversité si on ne parle pas d'eau, les choses sont tellement liées et l'analyse systématique l'a démontré et on s'est retrouvé avoir une matérialité également sur la thématique de l'eau, alors que si on avait demandé 3 mois plus tôt si c'était un sujet matériel, la réponse spontanée n'aurait pas été forcément positive.
Voilà. Donc, on a eu un exercice qui a fait appel à la fois à des parties prenantes externes, parce qu'on a voulu s'appuyer vraiment sur des échanges avec des experts qui étaient légitimes dans leur domaine, donc notamment des ONG comme le WWF par exemple, mais également des parties prenantes internes, parce que voilà, on a besoin de faire appel aux experts métiers qui connaissent vraiment les processus et les enjeux pour évaluer les différents impacts. Et c'était également du coup un premier point d'entrée sur la mobilisation des collaborateurs, où on s'est mis à les questionner d'une manière un petit peu nouvelle sur ce qu'ils vivaient tous les jours et finalement en quoi ça avait des impacts sur leur environnement ou sur d'autres parties prenantes. Voilà. On a travaillé beaucoup aussi avec l'équipe risque, puisque la matérialité financière finalement est très très liée aux travaux qui sont faits de toute façon en matière prudentielle dans une banque. On doit retrouver quelque chose de logique sur ce plan-là. Et la spécificité aussi qu'on a eue, c'est qu'on est dans un groupe. Donc nous avons comme filiale CNP Assurance. Nous sommes nous-mêmes une filiale de la Poste, qui est une filiale de la Caisse, et chacun de ces étages fait sa propre CSRD. Donc, ce qui a nécessité énormément de travaux de mise en cohérence et d'alignement pour tout le reporting, mais déjà au niveau de la matérialité, puisque finalement, quand on est matériel à un niveau, potentiellement, cette matérialité est portée au niveau supérieur. Il faut qu'il y ait une cohérence dans tout ça. Voilà. Donc ça, c'était vraiment premier step, la double matérialité. Donc au final, le résultat de cette analyse pour la banque, alors si on le divise, on est matériel partout. En réalité, c'est un petit peu plus subtil que ça. Ce qui se passe, c'est qu'une banque, elle a des activités propres, c'est une entreprise de service. Donc à ce titre, il y a des sujets sur lesquels elle va être matérielle, notamment sur ses effectifs. Et puis une banque, elle a des activités financées. Donc en fait, elle finance l'économie réelle. Et à ce titre, vu l'ampleur des montants en jeu, nous avons, via notre analyse, montré que non seulement une banque a un impact systémique sur l'économie, mais du coup, elle a forcément un impact systémique sur l'environnement. Et donc, c'est là où on est un petit peu différent dans nos résultats d'analyse de double matérialité des autres banques, c'est-à-dire qu'on a considéré qu'on était matériel sur l'ensemble des ESRS environnementaux au travers de nos activités financées. Donc, effectivement, on n'a pas exactement les mêmes leviers que sur nos activités propres, mais néanmoins, c'est au cœur de nos enjeux et des plans d'action qu'on met en place. Le deuxième levier d'appropriation de la CSRD par les collaborateurs, ça va être sur les indicateurs eux-mêmes. Donc, comme tu le disais, Laure, c'est une norme qui n'est pas sectorielle, agnostique donc de l'activité de l'entreprise. Et donc, voilà, il a fallu se poser la question, indicateur par indicateur, qu'est-ce que ça veut dire pour une banque ? Il y a certains indicateurs qui nous semblaient pas complètement logiques. Donc, par exemple, la notion de revenu pour une banque, ça n'existe pas. Nous, on a quelque chose qui s'appelle le produit net bancaire. Donc, beaucoup de négociations pour savoir qu'est-ce qu'on va mettre, le produit net bancaire, autre chose, etc. Donc, un travail de normalisation assez important et d'échange du coup avec nos pairs pour essayer de se faire une compréhension commune de l'interprétation de ces éléments, et toujours dans l'optique qu'en plus elle soit, non seulement qu'elle fasse sens, mais qu'en plus elle soit quand même validée par les auditeurs à la fin. Voilà, donc les métiers ont été beaucoup impliqués dans ces travaux de normalisation et donc de mise en contexte des différents indicateurs. Et quand je dis les métiers, ça comprend aussi les travaux avec notre maison mère et nos filiales, puisque finalement, on va essayer de ne pas additionner des choux et des carottes. Donc voilà, quand on n'a pas de plan comptable encore en CSRD, mais donc il y a quand même besoin qu'au niveau de la définition de chaque indicateur, on se mette d'accord avec les différents acteurs sur ce qu'on va mettre exactement dedans. Et ça peut être des choses tout bêtes. Est-ce qu'on met les alternants ? Est-ce qu'on met les stagiaires ? Mais ça peut changer les chiffres à la fin, dans une certaine mesure. Et en tout cas, on a besoin d'être assez clair sur le périmètre qui est compris dans chaque indicateur. Voilà. Et puis enfin, il y a eu le projet d'outillage
qui a été aussi une façon importante d'embarquer nos collaborateurs, parce que nous n'avions pas d'outils avant la CSRD pour nos différents reporting. Nous faisions une DPEF avant de faire la CSRD. Donc, nous avions un outil merveilleux qui s'appelle Excel, mais voilà, ça nous semblait pas forcément à la hauteur par rapport aux enjeux de cette nouvelle directive, à son ampleur en termes de nombre de points de données et de nombre de personnes à solliciter. Donc nous avons souhaité, assez rapidement dans le process, nous avons identifié que nous avions besoin d'un outil. C'est là que nous avons identifié que Keshuttle était le bon outil pour répondre à ce besoin. Et finalement, ça a été un très bon facteur pour embarquer les collaborateurs, parce que c'était un lieu commun. Donc c'est un outil en SaaS, en tout cas nous, notre utilisation c'est en SaaS, sur lequel ils pouvaient tous se retrouver, alors que nos différentes filiales n'ont pas forcément accès systématiquement à des espaces collaboratifs communs. Et surtout de les cadrer vraiment de façon très concrète, via l'outillage, dans un processus commun qui permettait de mettre des jalons, qui permettait de donner des instructions très précises sur ce qui était attendu, de mettre un support aussi à la fois méthodologique et documentaire à ce qui était attendu, en ayant tous les mêmes définitions sous les yeux dans le même outil. Et ça a été du coup un des facteurs clés pour embarquer les équipes. Alors justement, tu parles de presque un début de parcours du combattant à travers la double matérialité, l'analyse des KPI, l'analyse des indicateurs et le fait d'embarquer tout le monde. Finalement, ce qui en sort, c'est que, encore une fois, tout est matériel, ou en tout cas ça veut dire, en termes de reporting, un nombre d'informations à reporter et à aller chercher qui est conséquent. Et là arrive le moment où on parle d'un outil et où on se dit mais la montagne à gravir est immense. Par quoi j'attaque, comment je démarre et quelle est la meilleure stratégie finalement pour vous pour déployer un outil pour répondre à la CSRD? Alors c'est un choix qu'on a fait, mais c'est vrai que c'était un peu un challenge de mettre un outil en même temps qu'on définissait les indicateurs, parce que normalement la bonne pratique c'est d'avoir une expression de besoin qui est bien fixe, bien stable, savoir exactement ce qu'on veut avant de commencer à le mettre dans un outil. Bon, nous on avait vraiment besoin d'un outil, donc on a fait ce choix de faire les deux en parallèle, ce qui a été compliqué, mais encore une fois qui nous a dans une certaine mesure aidé aussi à nous cadrer et à mettre un certain nombre de jalons. Donc en fait, ce qu'on a décidé, c'est de se concentrer sur les fonctionnalités vraiment prioritaires, qui étaient pour nous d'avoir une couche de collecte et de consolidation. Donc en fait, ce qu'on avait vraiment besoin de sécuriser, c'est donc cet espace commun avec une possibilité d'avoir des données qui soient traçables, contrôlables, avec la perspective d'un audit, et donc d'avoir un outil qui nous permet de collecter les informations avec un workflow de validation, la possibilité de collecter l'ensemble des commentaires, des pièces jointes, etc., qui venaient soutenir la donnée elle-même, et également d'automatiser la partie consolidation qui, dans l'ancien monde, était fait en consolidant différents fichiers Excel, et donc d'apporter quand même un niveau de qualité et de conformité en fait, du résultat beaucoup plus important. Donc c'est un outil qu'on a utilisé à la fois pour parce que quand on parle des indicateurs de la CSRD, en fait, il y a des indicateurs quantitatifs et des indicateurs qualitatifs qui sont en fait des narratifs où on répond à des questions, on explique les politiques, les actions, les cibles, la gouvernance, etc. On a décidé d'utiliser l'outil pour les deux, c'est-à-dire à la fois pour collecter les textes et à la fois pour collecter les chiffres. Et on a décidé de le faire dans les deux cas. Bon, pour les chiffres, c'est un peu évident, mais pour les textes, ce n'était pas forcément la démarche de tout le monde, bottom-up. C'est-à-dire de vraiment partir de chacune des filiales, chacun des métiers, sur la même question posée à chacun, que chacun y réponde, et qu'ensuite, on en fasse un texte consolidé. C'était la première année, on partait d'une feuille blanche. Et le fait d'avoir mis en place cet outil de collecte, ça nous a permis de le faire dans un environnement assez sécurisé. Maintenant, l'enjeu, ça va être de passer de finalement un outil, mais qui est quand même alimenté de façon manuelle, à quelque chose de plus automatisé. Les indicateurs de la CSRD, certains correspondent à des sujets qui sont déjà gérés dans l'entreprise, donc notamment sur la partie effectif, sur la norme S1, on est sur des indicateurs RH.
Donc, ils n'ont pas forcément exactement le même périmètre, la même définition, les mêmes contours que les indicateurs du bilan social qui étaient déjà suivis. Néanmoins, on est quand même sur les mêmes données et qui viennent des mêmes systèmes. Donc la prochaine étape, hein, ça va être d'essayer d'aller faire un lien direct entre les systèmes sources et notre outil de collecte pour éviter la petite passe de ressaisie manuelle. L'autre enjeu, ça va être également de pouvoir utiliser toutes ces données qui finalement sont collectées, brassées dans l'outil Key-Shuttle, de pouvoir les utiliser par ailleurs dans notre environnement, donc en alimentant à partir de Key-Shuttle notre socle de données ESG pour qu'ensuite elles puissent être réutilisées en les combinant avec d'autres informations pour d'autres reporting ou d'autres usages en termes de pilotage. Voilà. Et puis derrière ça, hein, le gros sujet finalement, c'est que la donnée ESG, elle est beaucoup moins structurée que la donnée financière. Donc, on parle de beaucoup plus loin en termes de couverture par des systèmes existants. Donc là, je donnais l'exemple des systèmes RH, mais ce n'est pas le cas de toutes les données qu'on manipule dans la CSRD. Certains ont une origine dans un fichier Excel quelque part dans l'entreprise. Et il y a également un gros enjeu de structuration de ces données, éviter les doublons. C'est la même chose, mais presque, mais pas tout à fait. Et d'organiser finalement en domaine de données ESG toutes ces informations pour pouvoir petit à petit aller plus loin dans ce processus d'automatisation. Et là, à la lumière du projet de déploiement d'outils, des premières campagnes menées dans l'outil, là aujourd'hui, une entreprise qui voudrait se lancer dans une démarche de mise en œuvre d'un outil CSRD, quels seraient les bons conseils ou les astuces, facteurs clés de succès, comme on dit, avant de se lancer, à considérer avant de se lancer? Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est quand même mieux d'avoir un référentiel stable avant. Donc, c'est vrai que l'outil Key-Shuttle nous proposait le référentiel des indicateurs, mais c'est le référentiel commun. Or, voilà, tout le monde l'a bien compris, ça ne peut pas être un référentiel adapté à chacun. Il y a forcément un travail de mise dans le contexte et de détail en fait de tous ces indicateurs pour qu'ils soient pertinents dans l'environnement dans lequel on travaille. Donc, ce travail de déterminer finalement quels sont les indicateurs, comment on va les définir, et puis il y a ceux qui sont imposés par la CSRD, mais il y en a d'autres en réalité. Dans la CSRD, on peut publier des indicateurs qu'on appelle entity spécifiques et qui sont nécessaires pour pouvoir quand même rendre compte de l'activité de son entreprise, de son secteur d'activité. Donc, par exemple, pour une banque, parler des CAPEX dans les industries fossiles, ça n'a pas vraiment de sens. Par contre, parler des expositions au secteur des fossiles en termes de financement et d'investissement, ça a du sens. Par contre, ça, c'est pas demandé par la CSRD. Donc, on est quand même obligé de définir un certain nombre d'indicateurs en plus de ceux qui sont vraiment normés par les ESRS. Et donc, ça, je pense que c'est vraiment un point d'entrée important avant de se lancer dans l'outillage. Plus généralement, peut-être en dehors de la partie outillage, dans les facteurs clés de succès, je pense qu'il ne faut vraiment pas aborder l'exercice comme la corvée réglementaire où il y a plus de 1000 data points et ça va être l'enfer pour tout le monde. Parce que oui, bien sûr, c'est un gros travail, mais ce n'est pas qu'un exercice réglementaire en fait. Donc je parlais tout à l'heure de l'approche de l'analyse de double matérialité qui là pour le coup permet de réinterroger chacun des enjeux de l'entreprise en se disant mais finalement où est-ce qu'on a le plus d'impact, où est-ce qu'on a le plus d'opportunités et par rapport au secteur où on est à risque, est-ce qu'on a bien tous les dispositifs qui nous permettent de faire face à ces risques-là. Donc, je pense qu'au travers de cette analyse, c'est important de donner du sens dans l'exercice pour tous les collaborateurs, pour qu'ils comprennent comment, finalement, leur contribution à ce travail-là va dans le sens de la réponse à ces enjeux. Nous, on a fait un petit retour d'expérience auprès de nos contributeurs. Donc, pour vous donner une idée, on avait peut-être 120 personnes qui étaient contributeurs, donc directement contributeurs à donner un chiffre ou à écrire un texte pour la CSRD.
Et on en a vraiment une très grande majorité qui nous ont fait le retour qu'en fait, participer à cet exercice, ça les avait fait progresser sur les sujets ESG, ça leur avait permis de modifier aussi leurs pratiques. Et pas que dans le sens de pour pouvoir répondre à la réglementation, mais par rapport à la compréhension des enjeux et de ce qu'on fait pour y répondre au travers de toute l'explication des plans d'action. En fait, ça donne du sens à des choses soit qu'on faisait déjà, soit qu'on s'aperçoit qu'on doit faire. Et finalement, tout ce travail-là de définition d'indicateurs, de réponse à la réglementation, d'embarquement aussi des utilisateurs qui a été fait, qui a été conséquent. Comment on appréhende aujourd'hui, comment vous appréhendez dans le groupe l'arrivée finalement d'une modification réglementaire un tout petit peu structurante, qui est la modification des ESRS pour passer à la version 2, version dont on commence à entrevoir les contours avec la première version draft qui est sortie cet été, mais on attend tous avec anxiété la version de novembre. Comment on s'y prépare? Comment on anticipe? Qu'est-ce qu'on fait à la Banque Postale pour les ESRS V2? Bon, alors déjà, à la Banque Postale, on a essayé de mettre aussi notre voix dans la balance avec d'autres acteurs pour dire ce qu'on pensait en fait de ces évolutions réglementaires. Donc nous, on est complètement favorable à l'esprit et aux objectifs d'origine de la CSRD. Donc cette ambition de transparence pour avoir une réelle évaluation de la durabilité des modèles des différentes entreprises. Donc on était plutôt en faveur de conserver autant que possible ce qui est important. Après, évidemment, il y a des simplifications à faire et c'est normal, c'était la première fois, c'était très ambitieux. Et dans ce qui est proposé aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses qui sont des choses de bon sens qu'on a faites. Des choses toutes bêtes, de pouvoir ne dire les choses qu'une fois, de pouvoir mettre des exécutifs summary. Voilà, donc il y a des choses qui vont vraiment dans le sens de la simplification, sans dénaturer les objectifs. Et puis après, effectivement, nous, on est très attentifs en tant qu'établissement financier à ne pas perdre une information dont on a besoin de la part des entreprises dans lesquelles on investit pour piloter nos propres trajectoires. C'est-à-dire que la CSRD, on est à la fois préparateur, puisqu'on va produire notre propre CSRD, mais on est aussi beaucoup utilisateur, puisqu'on va utiliser les CSRD des entreprises de notre écosystème pour évaluer nos trajectoires, notre impact, etc. Et on a besoin de ces éléments de toute façon pour la partie prudentielle, gestion des risques. Et le régulateur côté risque n'est pas du tout dans la même incertitude que le régulateur côté Europe et Omnibus. Donc voilà. Et puis d'un point de vue tout concret, tout bête, il va y avoir donc des ESRS simplifiés. Et ils vont mettre des nouveaux codes à chaque indicateur. Et nous, on avait bien sûr utilisé les codes comme vraiment colonne vertébrale pour tout notre organisation, outils et notre reporting, de façon à ce qu'on puisse très facilement retrouver les informations dans notre rapport. Donc voilà, ce changement de codification, ça va demander forcément des travaux un petit peu de fond. Et puis bien sûr un travail de nouveau de normalisation pour repasser sur les nouvelles définitions et les prendre en compte. Est-ce que l'arrivée d'Omnibus a été, est-ce que tu as pu voir à la Banque Postale une sorte de frein ou de ralentissement des ambitions liées à la RSE dans l'entreprise, ou finalement tout le sens que vous avez donné déjà à la démarche a fait que vous avez continué sur la même lancée? Je pense qu'il y a énormément d'entreprises de la vague 1 donc, qui ont déjà produit une CSRD qui justement ont fait entendre leur voix pour dire que bien sûr ils allaient continuer parce qu'en fait derrière cet exercice qui bien sûr est réglementaire, finalement on a mis en place un certain nombre de choses qui n'a rien à voir avec le besoin réglementaire et on a mis en place une dynamique et qu'il n'y a pas de raison de changer. En fait, à la Banque Postale, de toute façon, la stratégie RSE, c'est pas juste une question de conviction, c'est aussi un positionnement par rapport à notre métier, notre business, c'est-à-dire qu'on met en place des offres, des prêts verts, du crédit immobilier impact, etc. Donc c'est notre métier et c'est pas juste pour pouvoir les mettre dans le reporting. Donc
ça évidemment, ça va continuer. Et derrière, ça va même aller plus loin, parce que finalement, la CSRD, elle a fait émerger le sujet que tu touchais un peu du doigt tout à l'heure, qui est de dire, c'est pas avec la CSRD qu'on pilote les engagements ESG de l'entreprise. Ça va donner, c'est un exercice de transparence, ça va permettre de se comparer à d'autres sur un certain nombre de critères. Pour nous, le faire, et surtout la double matérialité, ça a été très bénéfique. Mais derrière, ce qui va être important, c'est une fois qu'on a identifié ce qu'on avait à faire et les différents plans d'action pour aller vers ces objectifs, il va falloir les piloter. Et donc, ça va donner lieu à de nouveaux travaux pour véritablement définir, au-delà des indicateurs CSRD, les indicateurs de pilotage qu'on va suivre plus particulièrement pour que nos plans d'action puissent être déclinés dans la réalité de chacun des métiers et qu'on aille vers les cibles qu'on s'est fixées. Ce que je trouve intéressant, en toute transparence, on a déjeuné ensemble et ce midi, tu me disais que finalement, vous étiez dans un cycle où à chaque fin de reporting, on redémarre sur un cycle redouble matérialité, remise à jour du reporting, etc. Et finalement, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est le fait de toujours remettre l'exercice au goût du jour, de toujours re-questionner le modèle d'affaires et finalement toujours continuer dans cette trajectoire d'amélioration continue. Oui, je pense que de toute façon, après un premier exercice, c'était de toute façon indispensable. Il fallait consolider ce qui avait été fait pour la première fois. Et en le faisant, on s'est rendu compte que c'était nécessaire de le refaire chaque année. Parce que l'analyse de double matérialité, on ne s'attend pas à ce que tout d'un coup, on devienne non matériel sur quelque chose. Mais ce n'est pas tellement ça la question. C'est de refaire le tour d'horizon pour voir s'il n'y a pas des leviers d'action que via cette analyse, on pourrait identifier en plus et continuer à montrer aussi l'impact de ce qu'on a pu mettre en place sur cette analyse. Donc peut-être qu'on va être matériel un peu moins via du risque et un peu plus via de l'impact positif sur certains thèmes au fur et à mesure qu'on met en œuvre des plans d'action. Mais il y a aussi des nouveaux risques qui vont apparaître, il y a aussi peut-être des nouveaux impacts qui vont apparaître et qui vont nécessiter qu'on y réponde. Donc c'est vraiment une démarche continue et qui est normale pour une entreprise qui souhaite s'inscrire dans la pérennité. Alors justement, là, si je regarde les prochains mois, donc il y a le redémarrage, en tout cas la réévaluation de la matérialité. On a parlé d'automatisation d'une certaine partie de l'alimentation des données. Quels sont, en plus ou à côté, au-delà de ces chantiers-là, les prochains chantiers pour la Banque Postale sur les mois à venir ? Alors, les prochains chantiers, en fait, alors déjà, il y a un premier point qui est que la première année, la CSRD, donc c'était un projet de mise en place. Maintenant, ça va être quelque part du run, ça va être fait chaque année. Et on a décidé dans l'organisation de l'intégrer complètement dans l'organisation finance. Donc il y a toujours un co-sponsoring entre la finance et la direction de l'engagement citoyen, mais en termes de réalisation, ce sont les équipes finance qui vont maintenant s'atteler à la tâche, on va dire. Et ça c'est important parce que ça va dans le sens d'un chantier plus large qui est de dire que finalement on souhaite faire un pilotage en performance globale, pas juste d'un côté un pilotage financier et puis de l'autre côté des indicateurs extra-financiers, mais véritablement avoir les deux jambes bien par terre et tout ça dans le cadre d'une performance globale. Et c'est vraiment un pas vers cet objectif que d'intégrer ce dispositif CSRD dans les équipes financières. Donc ensuite, en deuxième point, il y a effectivement s'appuyer sur les résultats de ces travaux de double matérialité et de rapport CSRD pour la déclinaison dans les plans d'action des métiers. En leur donnant... Alors, il y avait déjà plein de plans d'action, ça c'est sûr. Mais là, maintenant, ça a été cadré, puisque avec la CSRD, il y a un plan de transition qui a été publié, comme beaucoup d'entreprises. Et au-delà de ce plan de transition qui a été publié à l'externe, à l'interne dans la Banque Postale, ce plan de transition, finalement, c'est la coordination d'un ensemble de plans d'action pour s'assurer que tout le monde va bien dans le même sens vers les bons objectifs. Et donc, c'est de continuer ce pilotage et de rendre plus mature, en fait, ce pilotage en lui donnant du sens par rapport au cadrage des enjeux prioritaires sur lequel on va travailler particulièrement cette année.
Et alors, on arrive quasiment à la fin de cet atelier, mais quel serait ton mot final ou ton mot de conclusion à partager avec la salle aujourd'hui sur la démarche d'outils, mais pas uniquement, et de manière plus globale, comment je fais le lien entre une réalité réglementaire, donner du sens à une stratégie d'entreprise. Quel serait ton mot de la fin sur cette articulation impossible, mais pourtant réalisée à la Banque Postale? Bon, je pense que donner du sens, c'est indispensable pour que ça marche, et d'une façon générale d'ailleurs pour tous les sujets environnementaux. L'exercice, il a été le fruit d'un travail important. Il nous a permis de gagner en maturité sur un certain nombre de sujets, même si on pouvait penser qu'on était déjà bien lancé dessus. Et moi, j'aime bien penser que dans notre cas, la CSRD, c'est un peu comme la carte. Ça décrit le territoire sur lequel on est, quelles sont les frontières à ne pas dépasser, quelles sont les parties prenantes qui habitent ce territoire. Et puis derrière, on a notre mission qui reste. Et derrière la mission, les fameux indicateurs de pilotage. Et ça, c'est la boussole, en fait, qui nous dit... Voilà, précisément sur cette carte, où est-ce que nous, on va aller, parce que c'est là que nous, on va pouvoir apporter de l'impact. C'est là que nous, on va pouvoir faire notre part pour la transformation vers un monde durable. Voilà. Alors finalement, si on s'essaye un exercice de conclusion, se donner du sens pourrait se lire à plusieurs niveaux. Il y a un sens ou une grille de lecture qui est plutôt liée au système d'information, de se dire que sur la partie réglementaire, reporting et pilotage, on a un sujet un peu cartographie de la donnée, clairvoyance aussi sur la maturité des systèmes et la maturité de l'organisation au regard des systèmes. Et puis un sujet qui est très SI, qui est de se dire quel va être mon schéma directeur, et là on est le sens, la direction, pour arriver finalement à un système d'information durabilité complet. Donc c'est encore très tôt, mais de se dire où je veux aller, comment je veux y aller, et comment j'embarque tout le monde dans cette trajectoire SI finalement. Et en plus de cette lecture système d'information, il y a aussi, et ça transparaît beaucoup dans ton discours, donner du sens pour embarquer les collaborateurs, les contributeurs, finalement embarquer toute l'organisation. Puisque là aujourd'hui, la Banque Postale, vous avez la RSE qui est portée au très haut dans l'organigramme, et en tant que société à mission, c'est effectivement un enjeu fort pour vous. Et puis vous avez aussi embarqué tous les opérationnels, les métiers, et fait en sorte que au-delà du top management, on a aussi une volonté et un engagement local opérationnel qui est fort. Et finalement, la troisième manière que je verrais de donner du sens à travers ton témoignage, c'est de se dire que l'analyse de double matérialité finalement a un rôle essentiel pour faire le lien entre une démarche RSE et la stratégie et le cœur du business model de l'entreprise, et effectivement la pérennité et le sens, la direction au sens business que prend l'entreprise. Et surtout, le lien que tu évoquais avec la performance globale, donc de se dire la RSE n'est pas uniquement une centralisation d'initiatives transverses, mais on se dit comment je contribue au business model, comment finalement j'apporte de la valeur et comment j'analyse ma performance financière, extra-financière. Alors, dans un même rapport de gestion parce qu'on nous le demande, mais en tout cas avec un point de vue global sur les deux jambes, comme tu disais. Un grand merci à toi Camille pour ce témoignage. Le micro peut circuler dans la salle, on serait ravis de répondre à vos questions, vos remarques, vos interrogations sur le sujet. Ah super, j'allais dire c'est le moment où tout le monde regarde ses chaussures, mais non. Alors attendez. J'arrive avec le micro. Voilà. En plus, vous me faites courir sur la digestion, c'est pas cool. Bonjour, merci pour la présentation. Est-ce que dans le rapprochement, on va dire, des rapports ESG plutôt portés demain peut-être par la finance, vous allez jusqu'à réfléchir à homogénéiser aussi la partie logicielle et de faire les rapports financiers dans le même logiciel que les rapports ESG ? Oui, c'est une analyse qui est à faire. En fait, il faut qu'on regarde où est-ce qu'on va trouver
des vraies données communes ou des processus communs qui pourraient justifier d'être dans le même outil. Il y en a un qui existe aujourd'hui, qui est évident, c'est la partie disclosure management. Donc c'est le dernier step, on va dire, de la publication, puisqu'au final, aussi bien côté financier que côté extra-financier, on se retrouve dans le même rapport de gestion. Ensuite, dans la CSRD, on avait beaucoup parlé du lien entre la partie financière et puis la CSRD, avec la connectivité financière. C'est quelque chose on va voir ce que ça va donner dans la nouvelle mouture, et à quel point on va avoir un rapprochement fort avec des éléments précis de la partie extra-financière et de la partie financière qui, du coup, irait vraiment dans le sens d'avoir les informations quantitatives dans le même système. Et puis après, voilà, il faut voir quelles sont les fonctionnalités véritablement en termes de collecte, de consolidation qui peuvent être mises en commun, et je pense qu'il y en a pas mal. Donc nous, on a prévu d'insérer cette réflexion dans notre analyse de schéma directeur du SI Finance global. Mais pour l'instant, on n'a pas encore la réponse. Je retraverse. Bonjour, j'ai une question sur l'eau. J'aimerais que vous développiez ce que vous avez pu apprendre sur la double matérialité et le lien entre la banque postale et l'eau, s'il vous plaît. Alors, le lien entre la banque postale et l'eau, clairement, il n'est pas sur nos activités propres, puisque, bon, on en consomme un petit peu, mais pas tant que ça, finalement. Par contre, on a adopté une démarche pour évaluer notre matérialité sur nos activités financées, sur une base de données externes, et pas simplement à dire d'experts. Donc, en fait, nous avons regardé quels étaient les secteurs que nous financions, et nous avons regardé si ces secteurs avaient un impact sur différents facteurs de pression sur la nature, dont l'eau. Donc on a utilisé la base Encore pour faire ça. Et ça nous a permis d'identifier, en fait, au travers de cette évaluation, on va dire scientifique, de l'impact des différents secteurs d'activité, mise en regard de où est-ce que nous sommes exposés au travers de nos portefeuilles, finalement, est-ce qu'on considère que ce sujet est matériel ou pas ? Et bien sûr, bien sûr, il l'est, puisque nous finançons une grande variété de secteurs, dont les infrastructures, des transports, etc., qui sont forcément des secteurs très impactants au niveau des ressources en eau. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Oui, super. Merci. Bonjour. J'aimerais savoir combien de temps ça vous a pris et qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour adapter l'outil de reporting, le nouvel outil, à vos besoins et à votre organisation. Alors en fait, ça a été assez rapide parce qu'on n'avait pas trop le choix. On a démarré le projet, si je ne me trompe pas, en mai 2024. Et on a fait notre premier exercice de collecte qu'on avait appelé Run à blanc, mais en fait, ce n'était pas vraiment à blanc parce que pour les données narratives, c'était les définitives, mais que sur certains ESRS, en septembre. Donc voilà, c'est un peu un temps record, on va dire, pour installer, tester et utiliser un nouvel outil. Les principales difficultés, ça a été ça, en fait, cette grosse contrainte de temps, sachant que les équipes étaient en même temps très mobilisées sur la définition des indicateurs eux-mêmes. Et le niveau d'effort, finalement, je ne sais pas comment l'exprimer, mais on peut dire qu'il y avait peut-être 2 personnes qui travaillaient sur le sujet. Bonjour. Vous disiez tout à l'heure qu'au-delà des indicateurs CSRD, vous devriez réfléchir à des indicateurs de pilotage. Est-ce que vous avez déjà une idée de la maille à laquelle ils seraient organisés ? Est-ce que ce seraient des indicateurs qui existent déjà et que vous définiriez comme étant des indicateurs prioritaires ? Ou est-ce que vous avez déjà réfléchi à une espèce de nouvelle grille qui se situerait un peu au-dessus et qui piloterait les indicateurs existants ?
Ouais, alors c'est un sujet compliqué parce qu'effectivement, si on veut avoir des indicateurs de pilotage à un niveau très high level, il ne faut pas qu'il y en ait trop. Il faut qu'ils soient vraiment représentatifs. Il faut qu'ils soient, qu'ils varient un peu, hein, parce que c'est pour avoir le même chiffre à chaque fois, c'est pas très intéressant à piloter. Il faut qu'ils représentent vraiment nos différents métiers. Il faut qu'ils correspondent aux enjeux prioritaires de notre analyse de double matérialité. Et donc finalement, pour répondre à votre question, en ce qui nous concerne, ça va être un peu un mix, c'est-à-dire qu'on va avoir certains indicateurs peut-être qui viennent de la CSRD parce qu'ils ont du sens. Par exemple, je ne sais pas, au hasard, les travailleurs en situation de handicap. Bon, il n'y a pas 50 000 façons de le calculer et ça a du sens, donc peut-être on va utiliser celui-ci. Ensuite, il y en a d'autres qui vont être plus liés vraiment à notre activité bancaire et qu'on va quand même retrouver dans la CSRD au titre des indicateurs complémentaires. Et puis, il va y en avoir d'autres qui vont peut-être être trop... granulaires pour une publication globale, mais qui néanmoins vont être indispensables à notre niveau pour le pilotage. Et juste pour remettre dans le contexte, hein, donc je rappelle, comme on est une entreprise à mission, ce qui est important aussi, c'est que ça représente bien les objectifs de notre mission et que ça s'articule complètement avec les différents leviers de ces objectifs. Dernière opportunité pour poser des questions, en tout cas dans la salle. Bon. Eh ben, un grand merci Camille, un grand merci à vous pour votre présence et vos questions très pertinentes.